Récemment, Donald Trump a donné un ultimatum de 50 jours. Il a déclaré que Poutine devait régler cette affaire d'ici là, sinon il y aurait des droits de douane de 100% sur les partenaires commerciaux de la Russie. Et devinez quoi? Nous allons aussi recommencer à envoyer des armes à l'Ukraine. Les frappes russes sont très intenses en ce moment. Ils frappent des usines de l'OTAN, des soi-disant usines d'alliés de l'OTAN. Une usine polonaise a récemment été touchée. Une usine appartenant à des Polonais en Ukraine. Selon le ministre polonais des Affaires étrangères, celle-ci était exploitée par ce qu'on appelle le groupe Berlinik, dont le siège est dans la ville polonaise de Kielce. Et Sikorski, les gens connaissent peut-être le ministre polonais des Affaires étrangères, M. Sikorski, pour son tweet remerciant les États-Unis pour la destruction du gazoduc Nord Stream. Cela s'est produit il y a plusieurs années. Récemment, le porte-parole Dmitry Peskov a été interrogé sur la doctrine nucléaire, maintenant que du matériel militaire va continuer à être envoyé. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles l'administration Trump aurait également déclaré que des frappes à longue portée pourraient être envisagées. Dmitry Peskov affirme que la doctrine nucléaire reste inchangée. Cette doctrine stipule que si un pays doté de l'arme nucléaire en arme un autre pour ensuite frapper la Russie, cela pourrait essentiellement être interprété comme une déclaration de guerre nucléaire. Comment voyez-vous ce conflit évoluer maintenant que Trump a en quelque sorte déclaré que c'était lancé et que cela durerait aussi longtemps qu'il le faudrait? Oui, je vais aborder la doctrine nucléaire très rapidement. Je pense que ça signifie que la Russie se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en réponse à ces attaques conventionnelles provenant de fournisseurs occidentaux, en gros. Donc le fait qu'il existe désormais un mécanisme formel pour le transfert d'armes, que Trump vend à l'OTAN et que l'OTAN distribue ensuite à l'Ukraine, il y a là une chaîne claire et traçable. Donc, c'est presque comme si c'était un jeu de la poule mouillée entre l'Occident et la Russie. C'est certainement ce qu'on peut déduire de la rhétorique européenne. Du côté des États-Unis, il n'y a vraiment aucun changement de politique. C'est juste la politique de Trump réchauffée par Biden. Toutes ces armes avaient déjà été payées et approuvées par le Congrès américain, donc elles vont arriver là-bas, et il y aura ensuite plus de systèmes patriotes et ainsi de suite. Donc cela va évidemment être une manœuvre perdante pour l'Ukraine et pour l'Occident. Mais cela permet d'atteindre deux objectifs. Premièrement, tout le monde gagne énormément d'argent en ce moment grâce aux actions de la défense. Et tous les fonds indiciels liés à la défense explosent, littéralement. Les gens ont gagné beaucoup d'argent avec des entreprises européennes, comme Leonardo, d'autres entreprises britanniques également, et les entreprises américaines. Donc, d'un point de vue financier, emploi, argent, tout est là. Parfait. Ils veulent que cela continue indéfiniment. Donc c'est positif pour eux. Mais le problème pour l'Ukraine, c'est qu'ils font face à une crise de main-d'œuvre. Ils n'ont pas un approvisionnement illimité en soldats à envoyer sur le front. Donc à un moment donné, la situation va devenir critique et je pense que ce moment approche probablement. Et sur base, il y a actuellement des problèmes internes et de la dissidence en Ukraine contre le gouvernement. Et je vous dis que cela va prendre une forme violente. Nous parlons de résistance. La résistance ukrainienne contre le régime de Zelensky va, à un moment donné, dans un avenir très proche, devenir une réalité. Nous voyons déjà une opposition aux rafles qui arrachent des gens dans la rue, et ainsi de suite. Le problème pour l'Ukraine, c'est que cela devient désormais une guerre aérienne. Et vous remarquerez que la Russie a été très circonspecte dans la manière dont elle a mené son opération militaire. Et ils n'ont pas lancé une guerre aérienne totale dès le début parce qu'il y avait des objectifs à atteindre. Maintenant, tout le Louhansk a été détruit, libéré, pourrait-on dire, selon le point de vue russe,
Et bien sûr, du point de vue de la RPD, la nouvelle région, c'est libéré. Donetsk le sera bientôt aussi. Ce sont des objectifs vraiment importants symboliquement, car c'est là que tout a commencé. C'est aussi là que l'Ukraine avait concentré une grande partie de sa force militaire et vraiment accumulé ses ressources militaires contre ces lignes de front à Luhansk et Donetsk. Et ces lignes sont en train de tomber. Donc, ça va représenter une grande victoire psychologique pour la Russie, pour la population russe sur le plan politique. D'accord? Mais la guerre aérienne, c'est là où la Russie excelle. Alors maintenant, on peut se demander, à qui viendrait l'idée d'installer une usine européenne sur le sol ukrainien en pensant qu'elle ne sera pas détruite un jour? Franchement, c'est insensé que quelqu'un puisse croire que c'est un plan d'affaires viable. Je ne pense pas qu'il pourrait obtenir une assurance pour cette usine non plus. Donc, la guerre aérienne, quand la Russie commencera à détruire les défenses aériennes et que Trump voudra envoyer 17 nouveaux systèmes Patriot, ils disent « Oh, ça prendra 3 mois pour les livrer. » Cela prendra bien plus de 3 mois pour les livrer. Ainsi, lorsque la Russie commencera à cibler les positions anti-aériennes, ce qu'elle continuera de faire, la Russie n'a même pas encore vraiment transformé cela en une véritable guerre aérienne. Lorsqu'elle aura la maîtrise du ciel, et ce jour viendra, alors on pourra constater, oui, l'Ukraine a beaucoup accompli en matière de technologie des drones sur le champ de bataille. Et cela a créé une impasse sur une grande partie des lignes de front. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'Ukraine a extrêmement bien réussi dans ce domaine. Mais la Russie n'a pas encore joué sa carte maîtresse. Et la carte maîtresse de la Russie, c'est la guerre aérienne. C'est donc là que les choses vont évoluer. Et alors vous verrez le conflit se conclure très rapidement. Très rapidement. Regardez ce que la Russie a fait à Alep-Est, Donetsk, depuis les airs. Regardez ce qu'ils ont fait à Grozny et dans des endroits similaires. C'est leur spécialité. Donc cela peut sembler être une progression lente, qu'ils avancent péniblement, etc. Mais c'est parce qu'ils ont des objectifs et des réalités sur le terrain qu'ils devaient atteindre en premier. Je pense que l'Ukraine pourrait perdre Odessa. Si les États-Unis et l'Europe continuent de faire traîner les choses, de repousser le problème indéfiniment, ils finiront par perdre Odessa. Car je pense qu'Odessa s'effondrera. L'autorité s'effondrera de l'intérieur. Parce que c'est nominalement un oblast russe. Et alors ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, vous savez, les Européens depuis le début de tout cela. Ceci vient de Defense One. C'est directement issu du Pentagone. Les États-Unis détournent des systèmes Patriot de la Suisse vers l'Ukraine. Cette décision a été prise juste après cette annonce. Comme tu l'as dit, Patrick, c'est le calendrier. Les livraisons devaient commencer pour les systèmes Patriot. Les 5 systèmes Patriot commandés, fabriqués par Raytheon en 2022. Les livraisons devaient débuter entre 2026 et 2028. Et l'article précise qu'aucune information n'est disponible concernant le nombre de systèmes concernés, ni le nouveau calendrier pour les livraisons futures. Autrement dit, il se peut très bien que ce soit toujours le même calendrier, ce qui est encore loin dans le temps. Nous sommes en 2025. Dan, quelle est ta réaction à tout cela? Oui, eh bien, c'est une période très intéressante. Tout d'abord, ce qui me vient à l'esprit, puisque nous parlions de la Syrie, c'est qu'il faut évoquer un peu les recoupements entre la guerre par procuration en Ukraine et la Syrie. Je pense qu'une chose qui me vient à l'esprit, c'est que le fait que la Russie soit embourbée en Ukraine l'a probablement empêché d'en faire plus pour sauver Assad à la dernière minute. Et je pense que c'est de cela qu'il s'agit dans cette guerre par procuration en Ukraine, n'est-ce pas? C'est pour saper et affaiblir la Russie. Et je pense qu'à cet égard, cela a probablement rempli son rôle en Syrie.
L'autre point qu'il faut mentionner, c'est la pollinisation croisée entre les fascistes ukrainiens, que l'Occident soutient, et les terroristes en Syrie, en particulier à Idlib. Ces terroristes et les fascistes en Ukraine se sont soutenus mutuellement, se sont entraînés ensemble, se sont aidés dans les deux conflits. Je pense donc qu'il est important de le souligner. Tout cela, vous savez, s'inscrit dans une sorte de théorie unifiée. Oui, je pense que la Russie, à mon avis, la Russie a adopté une approche très prudente et calculée pour mener cette guerre. Et je la comparerai à la façon dont Israël mène, vous savez, le génocide à Gaza. Israël veut détruire le peuple de Gaza. D'accord? La Russie ne veut pas détruire le peuple ukrainien. Elle considère le peuple ukrainien comme ses frères et sœurs, n'est-ce pas? Je pense que, malgré la propagande de l'Occident, la Russie a avancé très lentement parce qu'elle n'a pas voulu attaquer de cibles civiles et elle a accepté de subir beaucoup de pertes pour cela. Donc ils ont progressé très lentement. Je crois qu'ils auraient pu prendre Kiev il y a longtemps, ils auraient pu simplement la transformer en Dresde, n'est-ce pas? Mais ils ne voulaient pas faire cela. Et je pense qu'en partie, c'est parce qu'ils veulent, enfin, ils ont déjà conquis les cœurs et les esprits des habitants de l'Est de l'Ukraine, qui selon moi sont contents que la Russie soit là. C'est Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson. Et je suis d'accord pour dire qu'au final, la Russie prendra Odessa. Odessa a été fondée par la Russie, n'est-ce pas? Elle a été fondée par Catherine la Grande. Dans le célèbre film sur la Révolution russe, les escaliers d'Odessa étaient bien en évidence, n'est-ce pas? Dans le film de Sergei Eisenstein, le cuirassé Potemkin, c'est une ville russe, non? Donc je pense qu'au final, la Russie va récupérer une grande partie de ce territoire. Elle gardera la Crimée. J'y suis également allé récemment. Ces gens-là sont résolument russes. Ils veulent faire partie de la Russie. Donc, et comme Patrick l'a dit, il n'y a personne d'autre à blâmer pour cela que Zelensky, les États-Unis et le Royaume-Uni en particulier. Car il faut aussi rappeler qu'en mars 2022, donc environ un mois après le début de la guerre, avant que la Russie n'ait conquis beaucoup de territoires, si tant est qu'elle en ait conquis, il y avait un accord de paix que, semble-t-il, Zelensky lui-même était prêt à signer, dont les grandes lignes avaient été acceptées, et avec lequel l'Ukraine aurait pu conserver la majeure partie de son territoire, d'avant février 2022. Mais ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni qui sont intervenus pour dire à Zelensky « Ne signez pas cet accord, n'est-ce pas ?» Et souvenez-vous, Boris Johnson, alors Premier ministre du Royaume-Uni, s'est rendu à Kiev et a dit à Zelensky « Ne signez pas cet accord ». Et c'est ce qui nous a menés à la situation actuelle, où ils ont perdu tout ce territoire, et où la Russie va dire « Hey, nous étions prêts à tout abandonner, mais plus maintenant. Nous avons combattu, nous avons perdu des vies, nous avons dépensé des milliards de dollars, nous n'allons pas tout abandonner maintenant. » Et d'ailleurs, les gens sous notre autorité veulent rester sous notre autorité. Voilà la réalité. Et je pense que c'est pour cela que Trump a été complètement contrecarré dans ça. Je pense qu'il avait un objectif limité de paix en Ukraine, mais il ne voulait faire aucune concession aux Russes pour y parvenir. Et les Russes disent « Et nous avons trop sacrifié. Voilà où nous en sommes. » Trump a abordé Vladimir Poutine avec la soi-disant mentalité de l'art de la négociation. Donne-moi tout et tu n'obtiens rien. Et certains, qui étaient sceptiques dès le début quant aux discussions de l'administration Trump avec la Russie, lesquelles, bien sûr, n'ont plus lieu depuis longtemps, elles se sont terminées il y a des mois, ont affirmé que le but avait toujours été d'obtenir un cessez-le-feu temporaire pour réarmer l'Ukraine ou trouver une autre voie pour affaiblir la Russie dans cette stratégie plus large de balkanisation et de changement de régime. Et il n'y a jamais eu le moindre espoir
que l'administration Trump puisse négocier une véritable paix. Qu'en pensez-vous? Sachant, vous savez, j'ai retrouvé l'article de Defense One. Ce sont les mêmes problèmes que nous avons vus sous l'administration Biden, ce flux constant d'armes. Maintenant, il est question de frappe à longue portée. Trump dit non pour l'instant, mais nous savons que la parole n'est pas sacrée quand il s'agit de l'administration Trump, ou de toute administration américaine d'ailleurs. Oui, tout est sur la table. Donc j'agirai immédiatement. La Russie est évidemment très, vous savez, disons, circonspecte face à cette situation. L'Iran a reçu un ultimatum de 60 jours. Et qu'est-il arrivé le 61e jour? Une attaque surprise pendant les négociations. Voilà comment les États-Unis opèrent. Ils utilisent les négociations comme couverture pour une attaque surprise ou pour réarmer l'autre camp ou l'adversaire de la contrepartie. Donc ils ont déjà la Russie s'y attend. Donc je pense qu'il y a, pour moi, en tant que cynique, je regarde cet ultimatum de 50 jours. Trump en lance partout. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il fait, à mon avis, c'est qu'il pose en quelque sorte un ultimatum, qu'il y aura une opération militaire à l'issue de cela, et nous allons vous faire du mal. Et donc, si vous avez vu l'opération Toile d'araignée, ce que l'Ukraine a réussi à accomplir, sûrement avec l'aide des États-Unis, peut-être aussi avec l'aide d'Israël, c'était de frapper les bombardiers stratégiques russes et plusieurs cibles en profondeur sur le territoire russe. Je pense qu'il prépare quelque chose de similaire. Peut-être pas exactement la même chose, mais en termes de nombre de cibles et de la profondeur des frappes, c'est probablement ce qu'il prévoit pour les 50 prochains jours. Je remarque simplement un schéma qui se répète. À chaque fois qu'il y a un potentiel blocage ou une crise politique en Ukraine, ou que Zelensky vient de prolonger ses pouvoirs présidentiels de 3 mois supplémentaires, cet ultimatum de 50 jours pourrait tomber à peu près au moment où Zelensky devra renouveler son extension d'urgence présidentielle pour 3 mois de plus. Et quel serait le scénario parfait? Ce serait une attaque glorieuse, une attaque courageuse menée par les Ukrainiens, braves et combatifs. Ils l'ont encore fait. Ils ont frappé les Russes en profondeur et ils ont tué ce politicien ou ce général également. Alors l'Occident dira « Oh, c'est fantastique, plus d'armes, plus d'argent ». Et Trump dira « Nous les avons prévenus, nous avons prévenu Poutine ». Et peut-être que la piqûre de cela durera quelques jours. Mais cela ne change pas fondamentalement la situation sur le terrain, ni les avancées régulières de la Russie. Donc le problème avec Trump et ses ultimatums est ce que Trump appelle des accords. D'accord, donc on va conclure un accord. Oh, j'ai fait un accord ici, j'ai fait un accord avec l'Inde et le Pakistan. Il a fait un accord avec tout le monde. Un accord n'est pas un engagement. Un accord demande beaucoup de consternation et de négociation. Et un accord ne concerne pas seulement 2 pays. Il faut généralement une multitude d'autres pays pour garantir divers aspects de cet accord, pour en assurer la cohésion. C'est ainsi que cela se fait au niveau international à travers l'histoire. Trump, dans sa sagesse infinie de grand homme d'affaires, a dit « Non, non, oubliez les relations internationales, oubliez l'histoire des traités, oubliez la diplomatie. Ma méthode est meilleure. Je viens d'arriver ici en janvier, je sais mieux faire que quiconque parce que je suis génial. Et donc, je vais conclure un accord. » C'est pourquoi il échoue aussi lamentablement en Ukraine. Il échoue vraiment lamentablement. Je ne dirais pas qu'il échoue en termes d'intérêts géostratégiques américains, britanniques ou occidentaux qui se jouent ici, mais en ce qui concerne l'obtention d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix, il s'est complètement embrouillé en Ukraine. Il a échoué, pire qu'échoué, à Gaza et en Iran. Au lieu d'obtenir un accord de paix ou un accord nucléaire, il a presque déclenché la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a donc rien à célébrer avec ce président.
et il n'en est même pas à 7 mois de son premier mandat. Je pense que cela va probablement rester dans l'histoire. Je ne pensais pas qu'il serait possible de dire qu'il y aurait un président pire que Joe Biden, mais Donald Trump va vraiment lui donner du fil à retordre. Il y a la menace concrète que Trump a adressée à la Russie. Non seulement il y aura des droits de douane et des sanctions accrues contre la Russie dans ce délai de 50 jours, mais les États-Unis vont également imposer des droits de douane de 100% à ses partenaires commerciaux. Ce qui est ironique, car désormais, les médias occidentaux grand public admettent que Trump a dû reculer face à la Chine. Mais cela inclurait la Chine. Il devrait imposer des droits de douane de 100% au principal partenaire commercial de la Russie. Nous revivrions toute cette saga. Mais ici, nous voyons le rouble russe et le marché boursier progresser après les menaces. Je veux dire, le rouble russe s'est très bien comporté pendant une grande partie de ce conflit. Il a effacé ses pertes face au dollar et s'est apprécié face au yuan chinois, après que le président Trump a menacé d'imposer de lourds droits de douane à la Russie si aucun accord n'était trouvé. Oui, il a augmenté d'environ 45% par rapport au dollar depuis le début de l'année dernière. Donc cela se retourne systématiquement contre les États-Unis. Comme l'a dit Patrick, c'est une guerre perdue, et Trump semble jeter de l'huile sur le feu. Les Russes étaient prêts pour cela, n'est-ce pas? Ils étaient prêts pour les sanctions. Apparemment, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a été l'un des auteurs intellectuels de la défense de la Russie contre ces sanctions. Ils avaient planifié cela depuis un certain temps. Au final, les sanctions ont rendu la Russie plus forte, non? Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en Russie, j'ai parlé à beaucoup de gens. Ils allaient souvent en Europe pour les vacances. Maintenant, ils voyagent simplement à l'intérieur de la Russie, n'est-ce pas? La Russie compte 11 fuseaux horaires. C'est un pays immense, un pays vaste. Maintenant, les Russes découvrent leur propre pays. Ils dépensent leur argent dans leur propre pays, au lieu d'aller en Europe. Mais ce n'est qu'un exemple. Les sanctions peuvent renforcer les pays lorsqu'ils décident. Très bien, nous allons produire ce dont nous avons besoin. Nous n'importerons plus de produits. Notre tourisme sera interne. Et c'est ce que la Russie était prête à faire. C'est ce qu'elle a fait. La Russie s'est renforcée. C'est l'Europe qui a souffert des sanctions, n'est-ce pas? L'Europe a été coupée du gaz naturel russe dont elle dépendait, même lorsque la Russie était l'Union soviétique, n'est-ce pas? Et puis les États-Unis ont fait exploser le gazoduc Nord Stream 2, que Angela Merkel, alors chancelière allemande, avait supplié Poutine de construire, n'est-ce pas? Donc c'est l'Europe qui a été pénalisée par les sanctions, pas la Russie. Et je pense que c'est ce que la Russie constate, c'est ce que les investisseurs russes constatent, qu'ils seront simplement renforcés par tout cela. Ils vont trouver des moyens de devenir une économie plus autosuffisante. Et c'est encore l'Europe qui sera touchée. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit un hasard. Je pense que les États-Unis sont contents de frapper l'Europe, non? Toute la logique des États-Unis est d'attaquer tous les concurrents. Et peu importe qu'ils soient alliés ou non, tous les concurrents sont sur la sellette. Donc bravo à la Russie. Et encore une fois, je pense que la Russie a beaucoup appris de son expérience en tant qu'Union soviétique, n'est-ce pas? Parce que l'Union soviétique a traversé cela. Ils ont connu des périodes où ils étaient complètement isolés, assiégés. Et donc la Russie a une longue histoire de capacité à avoir une économie de guerre, à avoir une économie sous siège et à survivre. Et ils montrent qu'ils en sont capables. Et nous avançons ici avec précaution, car le principal conseiller financier de Poutine a annoncé seulement la semaine dernière qu'il y aurait un resserrement de l'économie russe. Ils maintiennent des taux d'intérêt très élevés pour stabiliser le rouble,
Cela a été en partie couronné de succès. Mais il prévoit, pour 2025, une croissance du PIB d'environ 2,3% à 2,5%. C'est en baisse par rapport à environ 4,3% en 2024. Ils vont donc devoir recourir à un assouplissement quantitatif, ce qui signifie, du moins je le suppose, qu'ils devront baisser les taux d'intérêt car des temps difficiles s'annoncent. Les sanctions et l'interdiction des ventes de pétrole, entre autres mesures prises par l'Occident, ont eu un impact. Cela nuit à l'économie russe. Cependant, la Russie, en raison de sa taille, de son envergure et du fait qu'elle a quelque chose à vendre au monde, est capable, je pense, de faire preuve d'une grande résilience et de traverser cette tempête. Et si cela signifie d'évaluer le rouble de quelques points pour le ramener à son niveau d'il y a peut-être 3 ans, ils sont tout à fait prêts à le faire. Et je pense qu'en interne, cela n'aura pas un grand impact sur l'économie russe. Mais le problème, c'est que, lorsque vous voyez ces annonces, les États-Unis, la façon dont ils se parlent à Washington, c'est que certains conseillers vont voir Trump et ils pensent qu'ils peuvent encore gagner cette guerre économique contre la Russie parce que la monnaie d'échange à Washington, ce sont des schémas erronés basés sur l'histoire. Nous avons brisé l'Union soviétique avec la course aux armements. Nous allons les saigner à nouveau. Nous les avons saignés en Afghanistan et nous allons recommencer en Ukraine. Ce ne sont que des facsimilés de l'histoire qui sont ressassés et réchauffés dans l'esprit des experts et des politiciens, parce qu'ils peuvent facilement s'y raccrocher, le dire à la foule, et la foule adore entendre ça. Ils adorent ça. Et ensuite, ils transforment cela en politique. Nous allons recommencer. Nous allons gagner la guerre économique comme nous l'avons fait à la fin des années 80. Ce genre de choses. Et ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé à la fin des années 80, mais c'est la mythologie populaire à Washington. C'est suffisant pour maintenir la politique en place. Et la course aux armements est, on gagne de l'argent. Pour reprendre les mots de Lindsey Graham, c'est à faible coût. Aucun garçon américain ne se fait tuer. Il y a juste beaucoup d'Ukrainiens, mais pas d'Américains. Et nous gagnons beaucoup d'argent dans le processus. C'est une petite guerre très rentable. Je pense donc que tous ces éléments contribuent à envoyer des signaux indiquant que la Russie rencontre des difficultés économiques. Boum, cela est amplifié à Washington. Et ils se disent « Oh, on y arrive, on est en train de gagner. Regardez la chute de leur PIB. Regardez la Russie. » Mais le PIB américain baisse aussi, tout comme celui de l'Europe. Donc, relativement parlant, il y a une contraction économique mondiale. Bien sûr qu'ils vont mal interpréter cela. Bien sûr qu'ils vont le traduire de travers et le reconditionner en une sorte de stratégie gagnante des États-Unis. C'est ainsi que fonctionne aujourd'hui la mentalité d'homme des cavernes de l'Américain moyen qui fait la politique à Washington. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que je n'ai entendu personne faire de commentaires intelligents. Et j'attends depuis 3 ans. Rien. Donc, j'en conclus que ça n'existe pas. Je suppose qu'il ne se passe rien avec aucun de ces types. C'est frustrant. Normalement, il y a toujours un dissident, quelques marginaux qui interviennent sur ce sujet. Je n'entends rien. J'entends des gens dire qu'ils veulent que la guerre s'arrête. C'est à peu près la seule forme de dissidence. Mais en ce qui concerne la politique, l'analyse et la stratégie, je n'entends rien. Il n'y a absolument aucune alternative. Donc j'en déduis qu'ils n'ont rien.